C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, le titre dominant dans les quotidiens et les sites d'information israéliens se rapporte, comme il fallait s'y attendre, à la remise solennelle hier soir par le président Rivlin à Benny Gantz du mandat en vue de la formation d'un gouvernement israélien. C'est entre ses mains, titre le Yediot Aharonot en montrant une photo de Benny Gantz recevant ce mandat des mains du président de l'État Reuven Rivlin. Le Yediot Aharonot cite Benny Gantz qui, dans un discours assez long, a insisté sur sa volonté de former un gouvernement, a-t-il dit, de réconciliation nationale et d'y inclure en priorité le Likoud. Le Israël Hayom insiste lui aussi sur le petit mot de Benny Gantz sur le fait qu'il y aura dans ce gouvernement de la place pour tout le monde. Et le quotidien proche de la droite cite en aparté des responsables anonymes au sein de Bleu-Blanc qui affirment que le discours sur la réconciliation et sur l'union nationale était dirigé avant tout de manière tranchée vers Yair Lapid qui, selon ses responsables, serait le principal obstacle à la formation de cette union ou de cette réconciliation nationale. Pendant ce temps, à droite, le bloc des 55 députés reste solide, précise le Israël Hayom, qui explique que les chefs de formation de ce bloc ont décidé hier, sur recommandation de Netanyahou, de répondre aux négociateurs de Benny Gantz que seuls les ministres Likoud, Yariv Levin et Zeev Elkin sont habilités à négocier en leur nom avec Bleu-Blanc. Amnon Lord, toujours dans le Israël Hayom, se penche sur le discours au fleuve de Benny Gantz hier soir, près d'un quart d'heure à la présidence de l'État, après avoir reçu le mandat des mains de Reuven Rivlin. Gantz a voulu donner l'impression qu'il avait vaincu et qu'il n'était pas seulement le leader d'un parti, mais déjà celui d'un pays. Et il a affirmé que les décisions politiques qu'il avait prises durant l'année 2019 étaient celles d'un leader politique qui savait ce qu'était le leadership. Mais en dépit de ses efforts, écrit ce matin Amnon Lord, il faut comprendre que Benny Gantz bénéficie d'une constellation dans laquelle la gauche s'est renforcée par plusieurs joueurs extérieurs tels qu'Avigdor Lieberman ou Ayman Oudeh. Dans le Haaretz, aussi Klein écrit ce matin que le peuple ne veut pas d'une véritable union nationale. Cette union nationale est en fait le moyen trouvé par Netanyahou et Gantz pour tenter de descendre de l'arbre politique auquel ils ont grimpé au cours des derniers mois. Enfin, dans le Times of Israel et dans l'édition française de ce site, David Horowitz écrit dans son éditorial que Gantz peut rassembler les mandats nécessaires pour chasser Binyamin Netanyahou, mais dans le cas précis, tout dépendra d'un homme qui est au centre de la vie politique israélienne depuis avril dernier, un certain Avigdor Lieberman. Ben-Dror Yemini, dans le Yediot Aharonot, a rédigé ce matin un éditorial dans lequel il fustige le journal Haaretz. Pourquoi ? Eh bien parce que, selon lui, le quotidien de l'extrême gauche israélienne a publié au cours des derniers jours plusieurs éditoriaux particulièrement hostiles au Yediot Aharonot et ciblant délibérément le journal. Il ne s'agit pas de critique, écrit Ben-Dror Yemini, mais de manipulation en vue d'exercer des pressions sur le conseil juridique du gouvernement dans le dossier 2000 qui se rapporte aux relations entre Binyamin Netanyahou et le patron du Yediot Aharonot, Nouni Moses. Tous les quotidiens israéliens et les sites d'information nous montrent ce matin la même photo encourageante, celle de Nahama Issachar. Cette jeune israélienne qui est détenue, vous le savez, depuis 6 mois en Russie, près de Moscou, et qui a reçu hier dans sa cellule du pénitencier russe où elle est détenue, la consul générale d'Israël à Moscou, ainsi que des militants des droits de l'homme venus vérifier son état de santé. La consul israélienne a remis à Nahama une lettre de sa mère. Il s'agit de la 4e visite effectuée par la consul auprès de la jeune israélienne, et les quotidiens affirment que Nahama semble être en bonne forme. Elle était souriante, pratique le yoga dans le but de s'extraire de l'environnement peu favorable dans lequel elle se trouve, et elle a également souligné aux militants des droits de l'homme venus la rencontrer qu'elle avait reçu de l'administration pénitentiaire russe des vitamines destinées à améliorer sa condition physique. Les journaux et les sites d'information mentionnent que le seul responsable encore vivant de l'attentat commis sur le mont du Temple le 14 juillet 2017 par des terroristes palestiniens, celui-ci a été condamné hier à 16 années de prison pour sa complicité dans cette attaque qui avait coûté, je vous le rappelle, la vie à 2 gardes-frontières russes, Kamil Shahanan et Aïl Staoui. L'annonce de cette sentence a été très mal accueillie par Shahanan, le père de Kamil, qui était député israélien, député druze, et qui a affirmé que la peine à laquelle ce terroriste aurait dû être condamné aurait dû être beaucoup plus lourde qu'elle ne l'a été. Quant au Yediot Aharonot, eh bien, il cite dans ses pages 4 et 5 ce matin des extraits de l'interrogatoire des terroristes responsables de la mort du jeune Dvir Sorek le 7 août dernier près de Migdalos, dans le Gush Etzion.
Les 2 terroristes ont eu tout simplement envie de commettre un attentat. L'un d'eux a acheté un couteau. Quelques jours plus tard, il s'est rendu avec son camarade en voiture au carrefour du Gush Etzion. Nous avons attendu jusqu'à ce que nous voyions un habitant juif. Les 2 terroristes ont donc suivi Dvir Sorek et l'ont attaqué par surprise. Le jeune Israélien s'est défendu, mais il a finalement été mortellement blessé par les coups de couteau de son assassin. Le Israël Hayom nous livre ce matin sous la plume d'Itzik Saban une information qui fait froid dans le dos. Alors que l'on débat, vous le savez probablement depuis plusieurs semaines en Israël sur la violence dans le secteur arabe israélien, le journal révèle que 90% des armes qui ont été confisquées par la police israélienne au sein de la population depuis le début de l'année l'ont été dans la communauté arabe israélienne. Au total, ce sont plus de 4000 armes à feu qui ont été saisies par les forces de police depuis le début de l'année 2019, soit une augmentation impressionnante et préoccupante, inquiétante de 21% par rapport à l'année dernière à la même période. Les journaux israéliens annoncent le décès de Marcel Nigno à l'âge de 90 ans. Ils expliquent que Marcel Nigno a pris part au réseau d'espionnage juif qui a été créé dans les années 50 en Égypte, un réseau démantelé par les forces égyptiennes et qui avait provoqué une très grave crise politique en Israël que l'on avait appelée Essek-Habish, l'affaire Lavon à l'époque. 2 des membres du réseau avaient été pendus par les Égyptiens. Les autres, comme Marcel Nigno, ont purgé de très lourdes peines de prison avant d'être échangés contre des prisonniers égyptiens après la guerre des 6 jours. Le Israël Hayom, sous la plume d'Ariel Kahana, annonce que pour la première fois depuis près d'une décennie, le tombeau des rois à Jérusalem devrait être ouvert à partir de demain au public. Ce site archéologique, situé près de la porte de Damas dans la partie est de Jérusalem, est la propriété de la République française. Il renfermait, selon la tradition, le tombeau de la reine Hélène Diadamène, et dont le sarcophage se trouve actuellement au Louvre, mais également les tombes de 2 des personnages les plus célèbres de Jérusalem, les plus riches de Jérusalem à l'époque du Second Temple, Kalba Saboua, le beau-père de Rabbi Akiva et Nakdimon Ben Gurion, qui est mentionné dans le Talmud. Depuis plusieurs années, les autorités françaises avaient fermé ce site en affirmant qu'il fallait y accomplir des travaux sur place, mais des Israéliens proches de la mouvance orthodoxe en Israël ont entamé une procédure de justice contre la France en affirmant que la gestion actuelle de ce site ne correspondait pas à l'état d'esprit de celle qui était la propriétaire des lieux et qui était proche de la famille juive Pereire, une famille juive, riche famille juive française, fondatrice entre autres de la SNCF. Le nouveau consul de France à Jérusalem, René Troquet, semble avoir penché pour une approche conciliante dans ce dossier très délicat. La semaine dernière, il a rencontré le député Meir Habib et celui-ci a émis l'espoir que le site allait rouvrir dans le calme prochainement. Cela devrait donc être fait demain et toute cette information se trouve donc dans le Israël Hayom de ce matin. Et puis dans les pages sportives, une information qui nous explique que la viliplanchiste israélienne Cathy Spichalov, qui avait remporté il y a quelques mois la médaille d'argent au championnat du monde de planche à voile, risque de perdre sa place au prochain JO de Tokyo. En effet, il s'est avéré que la sportive de 20 ans entretenait une relation amoureuse avec son entraîneur, le français Pierre Loquet, et que celui-ci aurait accordé un traitement de faveur dans les préparations des compétitions à la jeune championne, ce qui lui aurait permis donc de se distinguer et de remporter ainsi le ticket pour Tokyo. Depuis que l'affaire a éclaté, Pierre Loquet a été limogé. On peut donc trouver ce titre dans les suppléments sportifs des quotidiens israéliens de ce matin. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.